Et si, derrière le prix affiché à la pompe et le compte à rebours imposé à l'Iran, se cachait une redistribution géante de votre argent? Deux chiffres font trembler le monde aujourd'hui. 102 $ le baril de Brent et un ultimatum de 5 jours lancé par l'administration Trump à l'Iran. Pas une prévision, pas un scénario hypothétique. C'est le prix réel du pétrole, au moment même où vous regardez cette vidéo. Et ce compte à rebours, lui, avance aussi. 5 jours pour que l'Iran accepte de négocier, sinon, de nouvelles frappes militaires. L'Iran a déjà refusé publiquement. L'horloge tourne. Mais pourquoi ces deux chiffres devraient-ils vous inquiéter? Parce qu'ils peuvent bouleverser directement votre quotidien. Le prix de l'essence, la facture de chauffage, la stabilité de votre emploi, la valeur de votre épargne. Quand le Brent s'envole à plus de 100 $, que le West Texas Intermediate tutoie aussi les 100 $, c'est chacun d'entre nous qui paie la note à la pompe, et parfois bien plus. On se souvient de l'été 2008, quand le pétrole avait brièvement franchi les 200 $ ajustés à l'inflation. Résultat, crise mondiale, faillite, chômage, économies envolées. Aujourd'hui, selon Bloomberg, la Maison-Blanche examine ouvertement ce scénario catastrophe. Officiellement, ils le nient. Mais leurs propres conseillers murmurent le contraire. Et si tout cela n'était pas qu'une simple crise géopolitique? Si, derrière les discours sur la sécurité et la stabilité, il s'agissait d'un transfert colossal de richesses, des consommateurs vers les producteurs américains, qui profitent de chaque dollar supplémentaire sur le baril? En quelques jours, toute la baisse des prix de l'essence vantée par Trump l'an passé a disparu, remplacée par une flambée spectaculaire. Et ce n'est que le début, car la vraie question c'est « jusqu'où cela peut-il aller et qui va vraiment payer ?» Pour comprendre ce qui se joue derrière ces chiffres, revenons ensemble sur la genèse de cette crise. Le 28 février, tout bascule. Les États-Unis frappent l'Iran, l'Ormuz se ferme, le marché mondial respire à peine. Imaginez, en un instant, l'un des points les plus stratégiques de la planète, le détroit d'Ormuz, est verrouillé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est par là que transite près d'un cinquième du pétrole et du gaz mondial. Autrement dit, si l'Ormuz se ferme, c'est comme si on coupait l'arrivée d'eau dans une ville entière. Il y a encore du stock quelque part, mais la pression chute brutalement et tout le monde le ressent, tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, lors de l'opération Epic Fury. 10 supertankers bloqués, des cargaisons de pétrole à l'arrêt, des chaînes logistiques paralysées en quelques heures. Résultat immédiat, le prix du pétrole s'envole de 30% en une journée. Même chose à la pompe, plus 30% sur l'essence, du jamais vu depuis des années. Ce n'est plus une courbe abstraite sur un graphique, c'est concret, c'est le portefeuille de chaque Américain qui trinque à chaque plein. Pourquoi un tel effet domino? Parce que le marché du pétrole, ce n'est pas juste une question de baril, c'est une question de confiance et de prévisibilité. Tant que tout le monde croit que le pétrole va continuer à circuler, les prix restent stables. Mais le 28 février, ce contrat implicite vole en éclats. Les assureurs refusent de couvrir les tankers, les compagnies de transport recalculent les risques à la minute, les files d'attente s'allongent dans les ports du Golfe. Et même si, demain, un cessez-le-feu était annoncé, il faudrait des semaines pour que tout rentre dans l'ordre. Remettre en route une telle machine, ce n'est pas comme tourner un simple interrupteur. Pour les familles américaines, le choc est direct. Chaque passage à la pompe devient une petite douleur supplémentaire dans le budget mensuel. L'agriculteur qui remplit son tracteur de diesel, le routier qui doit revoir ses itinéraires, les chaînes de supermarchés qui voient leurs coûts logistiques grimper en flèche, tout le monde est touché. Un plein qui coûtait 40 $ en coûte désormais plus de 50. Et en quelques jours, ce sont des centaines de millions de dollars qui s'évaporent des poches des consommateurs pour atterrir chez les producteurs de pétrole. Mais ce n'est pas tout. Car derrière chaque hausse de prix à la pompe, il y a une cascade d'effets. Les denrées alimentaires coûtent plus cher, les transports publics répercutent la hausse, l'inflation s'invite à la table de toutes les familles et les entreprises commencent déjà à geler des embauches, à reporter des investissements. Ce qui au départ ressemble à une simple crise du coût de la vie peut vite se transformer en ralentissement économique général. Ce qui est frappant, c'est que ce scénario,
l'administration Trump semblait l'avoir anticipé. Selon Bloomberg, la Maison-Blanche tablait déjà sur un blocage de l'Ormuz pouvant durer de 4 à 6 semaines. Ce serait 4 à 6 semaines sans 20% des exportations mondiales de pétrole. Et ça, c'était le scénario optimiste. Sans surprise, les marchés n'ont pas attendu pour réagir. Le prix du baril de brut américain a grimpé de près de 30% en 48 heures, le Brent a bondi de presque 40%. À la pompe, toute la baisse des prix que Trump avait affichée fièrement pendant un an, envolée en quelques jours. Ce n'est pas une crise venue de l'extérieur, ni une tempête financière imprévisible. C'est le résultat direct d'une décision politique. D'un seul coup, la promesse d'un carburant bon marché, l'un des arguments phares de Trump auprès de ses électeurs, s'est volatilisée. Et pendant que la Maison-Blanche assure que tout va bien et que la hausse sera temporaire, la réalité, c'est que chaque jour de fermeture de l'Ormuz, ce sont des milliards de dollars qui changent de main. Des consommateurs vers les producteurs, mais aussi des poches des ménages américains vers Wall Street et vers les géants du pétrole. Alors, ce choc aurait-il pu être anticipé, voire évité? Et surtout, la Maison-Blanche a-t-elle vraiment mesuré les conséquences de sa propre opération militaire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans les coulisses du pouvoir, on nie, on modélise, on s'alarme, mais à qui profite vraiment la crise? Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la flambée des prix du pétrole ou la tension internationale. C'est le ballet étrange qui se joue au sein même de l'administration Trump. D'un côté, Bloomberg révèle que la Maison-Blanche travaille, dans le plus grand secret, sur des simulations de scénarios catastrophes. Oui, jusqu'à un baril à 200 $. C'est un chiffre qui donne immédiatement des sueurs froides à Wall Street, mais aussi à quiconque fait le plein de sa voiture. Or, sitôt l'article publié, le porte-parole du président monte au créneau. Fake news, rien de tout cela n'existe. Nous ne prévoyons aucun baril à 200 $. Pourtant, les sources de Bloomberg sont formelles. Il s'agit de membres haut placés, directement impliqués dans les discussions. Ce n'est pas un simple malentendu. Les journalistes ne citent pas des experts extérieurs, mais bien des fonctionnaires de la Maison-Blanche qui préfèrent rester anonymes. En clair, pendant que la communication officielle rejette la panique, certains à l'intérieur modélisent tranquillement le pire. On croirait à une mauvaise pièce de théâtre. La main droite dément ce que la main gauche écrit noir sur blanc. Sauf qu'ici, les deux mains savent parfaitement ce qu'elles font. L'une calcule le coût du chaos, l'autre les phases du débat public. Regardez ce que dit le ministre de l'Énergie, Chris Wright, le 12 mars. Un baril à 200 $, peu probable. Pas impossible, pas exclu, juste, peu probable. Une nuance qui, dans le langage politique, en dit très long. Si on prend la peine de chiffrer l'improbable, c'est parce que ce risque n'a rien d'abstrait. Les modélisations secrètes, c'est la preuve que, loin d'être pris au dépourvu par la crise, l'exécutif calcule ses marges de manœuvre. Mais alors, pourquoi tant de déni officiel? La réponse est simple. On ne nie pas une routine. On nie ce qui dérange. D'ailleurs, un acteur clé avait tout vu venir. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, celui qui gère la santé économique des États-Unis, a tiré la sonnette d'alarme bien avant que la situation n'explose. Selon Bloomberg, avant même que l'opération Fureur épique ne commence, Bessent avait averti le Conseil de la Maison-Blanche. Déclencher un conflit armé avec l'Iran ferait s'envoler les prix du pétrole et risquerait d'étouffer la croissance américaine. Ces mises en garde n'étaient pas des confidences murmurées entre deux portes, mais des avertissements formels, répétés semaine après semaine. Le plus édifiant, c'est que ces alertes ont été sciemment ignorées. Le 28 février, l'opération militaire est lancée, alors que le ministère des Finances continue de marteler « Attention au choc pétrolier », attention à l'impact sur les prix à la pompe. Le choix de Trump et de son entourage n'est donc pas le fruit d'un excès d'optimisme ou d'une simple erreur de calcul. C'est un pari assumé, sacrifier le portefeuille des consommateurs pour d'autres priorités. Pour qui? Pour les compagnies pétrolières américaines, pour les producteurs du Texas ou de l'Oklahoma, ceux pour qui chaque dollar de hausse est une manne. Pour le consommateur moyen, celui qui voit déjà son budget essence exploser de 30%, c'est une toute autre histoire. Il faut bien comprendre la portée de ce pari.
Trump avait bâti une grande partie de son image sur la promesse d'un pétrole abordable, d'un plein à prix réduit. Tout a été effacé en un claquement de doigts par une décision qu'il a lui-même validée. Et les économistes le savaient. Le risque n'était pas caché, il était calculé, mesuré, mais jugé acceptable, pour certains. Mais pour qui, au fond, ce risque était-il vraiment acceptable? C'est là que la crise prend un tout autre visage. Entre le pétrole à 91 $ qui fait le bonheur des actionnaires et le carburant hors de prix qui épuise le pouvoir d'achat des familles, il y a un gouffre. Un transfert de richesse, direct, massif, qui ne touche pas tout le monde de la même façon. Voilà la vérité qu'on n'ose pas nommer dans les discours officiels. Et pendant que les stratèges du pouvoir jonglent avec les chiffres, la crédibilité des responsables politiques, la confiance du public et la stabilité de l'économie sont mises à rude épreuve. Car dans ce jeu d'apparence, il y a plus qu'une simple bataille de communication. Il y a un risque très concret, celui que l'économie américaine, déjà fragilisée, subisse un nouveau choc majeur. Bloomberg Economics est catégorique. Si le baril devait grimper, ne serait-ce qu'à 170 $ pendant quelques mois, l'inflation bondirait, la croissance ralentirait, et les ménages seraient pris à la gorge. Traduit en langage clair, c'est le spectre d'une crise comme celle de 2008, mais avec des enjeux encore plus globaux. Alors, jusqu'où ce pari peut-il aller? Et surtout, quels scénarios attendent désormais le marché mondial? Et nous tous? Et si le baril grimpait à 170, 200 $? La dernière fois, le monde a vacillé. Imaginez une seconde. Le pétrole à 170 $, peut-être même 200. Cette perspective n'a rien d'abstrait. Selon Bloomberg Economics, même à seulement 170 $ le baril, le choc serait immédiat. Inflation galopante, croissance à l'arrêt et la hausse des taux d'intérêt pour tenter de contenir l'incendie. On l'a déjà vécu. Pas dans une lointaine époque, mais en 2008, juste avant le crash financier. À l'époque, corrigé de l'inflation, le brut avait touché les 200 $. On connaît la suite. Lehman Brothers s'effondre, les marchés mondiaux plongent, les usines stoppent leur chaîne et des millions de personnes perdent leur emploi. C'est ce scénario que tout le monde redoute aujourd'hui, car le parallèle est frappant. Mais en 2008, c'était la finance qui avait craqué sous le poids de bulles et de spéculations. Cette fois-ci, c'est le pétrole qui menace d'enclencher le même mécanisme. Un pétrole cher, ce n'est pas juste un chiffre sur un graphique. C'est une onde de choc qui touche tout, du prix du pain à celui du billet d'avion, du coût du transport à la facture de chauffage. Dès que le baril s'emballe, la pompe suit, mais aussi le fret, la logistique, l'alimentation. Bref, tout ce que nous consommons devient plus cher, souvent d'une semaine sur l'autre. L'inflation, ce n'est pas que des statistiques. C'est quand le caddie coûte plus cher chaque semaine, quand les hausses de salaire n'arrivent pas à suivre, quand les vacances deviennent un luxe, quand les factures s'accumulent. Et ce choc inflationniste, il ne s'arrête pas aux frontières américaines. Il se propage à l'Europe, au Japon, partout où l'on dépend du pétrole et du gaz pour faire tourner l'économie. Face à ce danger, les banques centrales commencent à serrer la vis. La Banque centrale européenne, la Banque du Japon, même la Fed aux États-Unis, toutes réfléchissent déjà à augmenter les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Des crédits plus chers, des emprunts immobiliers qui grimpent, des investissements reportés. Pour les entreprises, c'est la double peine. D'un côté, les coûts explosent. De l'autre, l'argent se raréfie. Résultat? Moins d'embauches, des plans de licenciement, des projets gelés. Le mot « récession » n'est plus un épouvantail, c'est un scénario de travail. Et si vous pensez que ce genre de crise n'arrive qu'aux autres, souvenez-vous de 2008. Cette année-là, la crise n'est pas restée confinée à Wall Street. Elle a touché chaque foyer, chaque entreprise, partout dans le monde. Des marchés gelés, des banques qui ferment, des usines qui licencient, des économies entières à l'arrêt. Le chômage explose, la précarité s'installe, la colère monte. Et tout cela à cause d'un choc, celui du pétrole, qui a agi comme le détonateur d'une bombe à retardement. Aujourd'hui, à 102 $ le baril de Brent, il reste encore 68 $ avant d'atteindre cette ligne rouge des 170. Mais souvenez-vous,
Il y a quelques semaines à peine, on était à 73 $. 30 $ de hausse en quelques jours. Encore une poussée de la même ampleur, et on touche ce seuil critique. C'est pour ça que les grandes banques centrales sont en alerte maximale, que les gouvernements surveillent chaque mouvement. Mais la vérité, c'est que personne ne sait si ce scénario catastrophe sera évité. Tout le monde l'espère, mais tout le monde le redoute. Et derrière cette spirale, il y a un risque bien plus grand que la simple hausse du prix à la pompe. Le risque d'une crise globale. Une explosion des prix, des faillites en chaîne, des pertes massives d'emplois, une récession profonde qui, cette fois, pourrait être encore plus difficile à surmonter. Car nos économies, déjà fragilisées par des années de dettes et de crises successives, ne sont plus aussi résilientes qu'avant. À chaque nouveau choc, la marge de manœuvre se réduit, la capacité d'absorption s'amenuise. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question. Qui prend le risque? Pour qui cette flambée des prix est-elle acceptable? Certainement pas pour les consommateurs qui voient que leur pouvoir d'achat fondre. Pas non plus pour les petites entreprises, ni pour les salariés dont l'emploi devient précaire. Mais pour certains producteurs de pétrole américains, pour ceux qui profitent de chaque dollar supplémentaire sur le baril, la situation est bien différente. La décision de mettre la pression sur l'Iran, d'accepter, ou même de provoquer, un choc pétrolier, n'est pas un accident. C'est un calcul assumé, où le choc sur les marchés n'est pas un effet secondaire, mais bien une variable intégrée dans l'équation. La question c'est, acceptable pour qui? Pour Wall Street, pour les compagnies pétrolières, sûrement. Mais pour la majorité des Américains? Pour l'économie mondiale? Rien n'est moins sûr. Mais au-delà du chaos, qui tire vraiment les ficelles? Et pour quels intérêts? Derrière chaque dollar supplémentaire à la pompe, un transfert invisible, mais bien réel. À première vue, la hausse soudaine des prix du pétrole semble être une fatalité, un effet secondaire des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Mais si on gratte un peu sous la surface, on découvre une mécanique bien huilée, où chaque hausse de prix redistribue les cartes, et surtout l'argent, à l'intérieur même de l'Amérique. Donald Trump l'a affirmé sans détour. Selon lui, la flambée des prix de l'énergie peut être bénéfique pour les États-Unis. Mais bénéfique pour qui, exactement? Certainement pas pour la majorité des consommateurs américains, qui voient s'envoler le prix du carburant, de l'alimentaire, du transport, et donc, petit à petit, leur pouvoir d'achat. Non, ceux qui se frottent les mains, ce sont avant tout les géants texans du pétrole, leurs actionnaires, et tous ceux qui gravitent autour de cette manne énergétique. Car à chaque bond du baril, ce sont des millions de dollars qui ruissellent dans les poches de l'industrie pétrolière, surtout dans ces États du cœur de l'Amérique, Texas, Oklahoma, Dakota du Nord, qui, par un heureux hasard, constituent l'électorat principal de Trump. Ce mécanisme, il n'est pas nouveau, mais rarement a-t-il été aussi visible. On assiste littéralement à une redistribution interne, orchestrée par la politique étrangère américaine elle-même. L'argent quitte les portefeuilles des consommateurs, qu'ils soient citadins à New York ou agriculteurs dans le Midwest, pour atterrir dans ceux des producteurs de pétrole. C'est un transfert qui ne se limite pas à l'économie. Il a des ramifications politiques profondes. Le cœur industriel, souvent démocrate, paie la note, tandis que les bastions républicains prospèrent. Les conséquences? Davantage de moyens pour financer de nouvelles campagnes électorales, renforcer l'influence de certains lobbies, et solidifier un pouvoir politique déjà bien ancré dans ces régions. Et ce n'est pas tout. Même si le conflit s'apaise, les marchés ne rebondissent pas du jour au lendemain. Rappelez-vous l'année 2008. Avant le krach mondial, le pétrole avait déjà dépassé, en valeur corrigée de l'inflation, la barre des 200 $ le baril. Résultat, l'économie mondiale s'est effondrée, les marchés boursiers ont plongé, et des millions de personnes ont perdu leur emploi ou leurs économies. Les économistes débattent encore pour savoir si le choc pétrolier fut la cause ou le déclencheur de la crise. Mais une chose est sûre, les prix élevés ont frappé tout le monde, jusqu'au dernier rayon du supermarché. Aujourd'hui, la même logique est à l'œuvre. Les hausses de prix ne toucheront pas seulement les conducteurs. Toute la chaîne logistique est impactée. Les transporteurs paient plus cher leur carburant,
Les agriculteurs voient grimper le prix du gazole pour leurs machines, et au bout du compte, les consommateurs paient plus cher chaque produit. Ce n'est plus seulement une question de politique étrangère. C'est la vie quotidienne de millions de familles américaines qui basculent. Mais alors, pourquoi Trump ne s'en inquiète-t-il pas, alors que tous les signaux rouges s'allument? Parce que, pour une partie de l'économie américaine, celle qui extrait, raffine et exporte le pétrole, chaque hausse est synonyme de nouveaux profits, de nouveaux emplois, de nouveaux investissements. Le président joue une carte politique risquée, misant sur une Amérique pétrolière qui le soutient, quitte à sacrifier l'Amérique consommatrice. Face à ce mécanisme, comprendre, c'est déjà résister. C'est refuser d'être simple spectateur, de subir en silence des décisions prises à huis clos, loin des préoccupations du quotidien. C'est reprendre du pouvoir, en exigeant des explications, de la transparence, et surtout, des choix politiques qui n'opposent pas systématiquement l'intérêt de quelques-uns à celui de la majorité. Alors, face à ces enjeux, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat. Les dés sont jetés et la facture arrive. On l'a vu tout au long de cette crise. Derrière les images spectaculaires, les tweets rageurs et les ultimatums théâtraux, il se joue une partie bien plus profonde que de simples variations de prix à la pompe. Ce qui se passe aujourd'hui avec la flambée du pétrole, c'est bien plus qu'une question de marché, c'est une redistribution silencieuse des cartes au sein même des États-Unis. Car, oui, il y a 2 Amériques. Celle des producteurs de pétrole, le Texas, le Dakota, l'Oklahoma, qui bénéficient de cette envolée des prix, qui voient affluer les profits, qui engrangent les dividendes. Et puis, il y a l'autre Amérique, celle qui ne produit pas, mais qui consomme. Ces millions d'Américains qui, chaque matin, font le plein pour aller travailler. Ces agriculteurs du Midwest qui voient grimper le prix du diesel dont ils ont besoin pour leur récolte. Ces familles pour qui chaque trajet, chaque produit transporté, chaque ticket d'avion pèse de plus en plus lourd dans le budget. Et cette fracture, elle ne se résume pas à une bataille abstraite entre États ou entre consommateurs et producteurs. Elle touche à la réalité du pouvoir d'achat, à la stabilité de l'emploi, à la valeur de l'épargne de chacun. Car quand la facture du pétrole grimpe, c'est toute la chaîne qui s'emballe. Les prix à la pompe, bien sûr, mais aussi tout ce qui dépend du transport, la nourriture, les biens de consommation, les vacances, et même le coût des services essentiels. Alors, qui paie? Pas les actionnaires du pétrole, pas les majors du Texas. Non, la note, elle atterrit dans les poches de ceux qui n'ont rien demandé. Les consommateurs, les salariés, les épargnants, les petites entreprises, tout le tissu qui fait vivre l'économie réelle. Et ce transfert de richesse, des poches des uns vers celles des autres, il n'a rien d'accidentel. Il est le résultat direct d'une stratégie politique assumée, d'un pari. Celui de jouer la carte du coup de force, en misant sur un retour rapide à la normale, sur la reprise des exportations, sur une reprise en main du marché mondial. Mais voilà, ce pari, il est risqué. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois que les marchés prennent peur, ce sont les plus vulnérables qui paient les pots cassés. Certains diront, mais Trump a promis que les prix baisseraient vite, que tout rentrerait dans l'ordre dès que les canons se tairaient. C'est rassurant, mais la réalité du marché pétrolier, elle, ne s'ajuste pas d'un claquement de doigts. Même si demain, par miracle, la paix était signée, il faudrait des semaines, parfois des mois, pour que la confiance revienne, pour que les routes s'ouvrent, que les assureurs recalculent leurs risques, que les chaînes logistiques se réparent. Le marché du pétrole, il ne fonctionne pas seulement sur l'offre et la demande, il fonctionne sur la peur, sur les anticipations, sur les attentes. Et celles-ci, après un choc pareil, mettent du temps à se rétablir. Plus inquiétant encore, c'est que personne, aujourd'hui, ne peut prédire quel scénario va se réaliser. Une paix rapide? Une guerre qui s'enlise? Ou une escalade incontrôlée? Les analystes sont aussi dans le brouillard que le citoyen lambda. Mais il y a une chose qu'on sait. La décision de tout miser sur cette stratégie, elle a été prise en connaissance de cause. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat d'un calcul, un pari politique dont le prix, aujourd'hui, commence à tomber. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Ignorer ces dynamiques, c'est accepter de payer la note sans même comprendre d'où elle vient.
c'est regarder son ticket de caisse grossir, son loyer augmenter, ses économies fondre, sans saisir les véritables causes et sans pouvoir peser sur le débat. Mais s'informer, c'est déjà commencer à reprendre du contrôle. C'est refuser de subir, c'est exiger des comptes, c'est demander des choix différents, évaluer les conséquences, réclamer de la transparence. Le pouvoir n'est jamais aussi fort que lorsque le public détourne les yeux. Mais il suffit parfois d'une prise de conscience collective pour changer la donne. Alors, la vraie question, ce n'est plus « le pari était-il audacieux ?» Oui, il l'était. Mais à présent, il faut demander « qui paiera, concrètement, la note finale ?» Les profits sont déjà engrangés pour certains. Mais le coût, lui, ne fait que commencer à se faire sentir pour la majorité. Accepterons-nous que ce soit, une fois de plus, les plus fragiles qui encaissent le choc? Ou bien pouvons-nous, ensemble, exiger des réponses, des alternatives et une vraie prise en compte de l'intérêt général? À vous de voir. Parce que le compteur tourne, la facture s'allonge, et il ne tient qu'à nous de décider collectivement si nous voulons garder les yeux fermés ou si nous sommes prêts à poser, enfin, les vraies questions.